Bonsoir à tous. Un matin comme un autre, vous vous regardez dans le miroir de la salle de bain. C'est un matin d'hiver, un matin où dehors il gèle, où dehors le ciel est limpide, il est froid cristallin, l'aurore commence avec ce fond d'air glacé et la course du soleil un peu plus basse sur l'horizon adoucit le jour. Mais vous vous regardez dans le miroir et là, juste là, un pli un peu plus prononcé sur la peau. Ce n'est rien, ce n'est rien qu'un peu de temps déposé. C'est la marque de la vie, c'est l'âge qui a ses hiéroglyphes, qui a son vocabulaire, qui a ses signatures. Passé l'observation, la journée commence avec finalement une nouvelle petite musique dans la tête. Il faudra que j'achète de la crème anti-âge ou de la crème anti-rides. J'ai une question à vous poser, une question intime. Quand vous êtes-vous inquiété pour la première fois de votre âge? Est-ce que vous vous en souvenez? Quand avez-vous eu conscience pour la première fois que l'horloge avançait? Enfin, qu'elle avançait terriblement, bien sûr que nous en faisons tous l'expérience, à un moment ou à un autre, et nous voudrions bien nous accrocher à la grande aiguille, mieux encore, à la petite aiguille pour ralentir la course du temps. Nous voudrions finalement vivre jeune longtemps ou vivre vieux longtemps avec tous les attributs de la jeunesse et sans complications particulières. Eh bien, ce soir, nous recevons un spécialiste de ce que l'on appelle la longévité. Christophe de Gégère, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes spécialisé dans la gérontologie depuis très longtemps déjà. Vous approfondissez les techniques de la sénescence, les techniques contre la sénescence, excusez-moi, et contre le vieillissement cérébral. Vous dirigez d'ailleurs de ce point de vue l'Institut de physiologie et de médecine de la longévité. Je dirais, il y a presque une dimension faustienne dans votre savoir. On a l'impression que vous détenez un secret universel où se mélangeraient le divin et le diabolique. Dans les textes initiaux, je rappelle quand même que Lucifer était le premier des anges avant d'être déchu dès lors qu'il a choisi le côté obscur. J'aimerais vous poser une première question. Pourquoi cette passion, à un moment donné de votre vie, pour la longévité? Vous savez, c'est une question que nombreux sont les gens qui me la posent, pour une raison, parce qu'ils sont très étonnés. On imagine toujours que le vieillissement, c'est vraiment la fin de vie. C'est lorsqu'on a plus de 70, 80, 90 ans et qu'on est malheureusement grabataire dans une maison de retraite et souvent, quand on évoque le terme de longévité, on pense à Jeanne Calment, mais Jeanne Calment dans ses dernières années. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Mais, en fait, c'est que la fin d'une histoire, c'est le bout d'une histoire qui commence très tôt. Et qui commence même à la conception, lorsqu'il y a la fusion de l'ovule et du spermatozoïde. Eh bien, on peut commencer à parler de vieillissement. Et ce vieillissement, il va, parce que vieillissement, au fond, c'est simplement un marqueur du temps qui passe, et ce vieillissement va être positif jusqu'à la fin de l'adolescence. Et à partir de la fin de l'adolescence, l'histoire change. Donc, de la conception à la fin de l'adolescence, on parle, nous, de développement. À partir de la fin de l'adolescence, donc c'est très tôt, c'est pas 50 ans, c'est pas 40 ans, c'est pas 30 ans, c'est la fin de l'adolescence, c'est-à-dire autour des 18-20 ans. Certains systèmes vieillissent d'ailleurs plus tôt, dès 16 ans, d'autres tiennent la rampe un peu plus longtemps, 20 ans, 22 ans. Mais retenons ce chiffre de 20 ans. Et à partir de là, nous avons un mot qui est spécial en médecine, nous appelons ça la sénescence. C'est toujours du vieillissement, mais il n'est plus positif, il devient négatif. Et c'est un petit peu comme un toboggan qui va, vous savez, vous avez tous cette expérience d'un toboggan. D'abord, quand on est tout au début, eh bien, on est frustré parce qu'on va pas assez vite.
Alors, on pousse, ou on tire plutôt pour essayer de prendre de la vitesse. Et puis, à la moitié du toboggan, 40, 50 ans, eh bien, on se dit, c'est sympa. Et puis, on continue à prendre de la vitesse. Et à un moment donné, il n'est plus question de freiner sur ce fameux toboggan. On n'a plus qu'une seule idée, c'est de se dire, j'espère qu'il y a assez d'eau dans la piscine qui va me recevoir. Et ça, dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas aussi simple. Alors, pour revenir à votre question, c'est mon histoire familiale qui m'a amené à m'intéresser au vieillissement en général et à la sénescence en particulier. Mes parents, quand ils m'ont eu, étaient âgés. Et mes parents étaient des artistes. Mon père était sculpteur, premier Grand Prix de Rome. Ma mère était maître de ballet. Et ils appartenaient à une époque où, quand on ne travaillait pas, ben on mange pas. Il n'y avait pas toutes ces problématiques de mise à la retraite à tel âge ou tel âge. Il n'y avait pas des retraites confortables qui permettent d'envisager l'avenir. C'est tu travailles plus, tu manges plus. C'est une retraite dérisoire, absolument dramatique. Et mes parents continuaient à travailler. Mon père a continué à travailler et à manier le burin, c'est un sculpteur à plus de 80 ans, et ma mère a continué à donner des cours de danse à elle a arrêté à 72 ans. Mais c'était frappant parce que je voyais, j'allais la chercher ou je passais la voir et je voyais des jeunes de 18-20 ans qui sortaient sur les genoux et elle allait prendre un deuxième cours en pleine forme alors que les jeunes n'y arrivaient, enfin étaient en difficulté. Et donc je me suis dit, mais que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence dans le vieillissement des individus? Des gens qui sont encore jeunes à 70 ans et d'autres qui sont déjà vieux à 50. 20 ans. 20 ans de différence. 20 ans. C'est gigantesque, 20 ans. Si demain on vous dit, écoutez, votre vie s'arrête là, ou vous pouvez gagner encore 20 ans de vie correcte. À combien valorisez-vous ça? 20 ans. Et donc, dès mon adolescence, ça a été quelque chose, pour moi, ça a été un choc extraordinaire. Et donc, j'ai cherché à savoir pourquoi. Pour moi, mon idée, c'était, mais pourquoi cette inégalité? Pourquoi cette différence? Alors ensuite, bon, il y a les rencontres, hein, et dans la famille, nous avions un ami qui s'appelait André Vlov, qui était prix Nobel. Il a longtemps discuté avec moi et j'hésitais entre la biologie, entre la médecine et il m'a vraiment encouragé à faire médecine. Donc ensuite, j'ai fait toute ma médecine à travers ces petites lunettes que j'avais en me disant, oui, mais le vieillissement. La tuberculose, certes, mais le vieillissement. L'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, certes, mais quoi par rapport au vieillissement? Et tout naturellement, quand on finit ses études, donc du coup, la gériatrie n'était pas une spécialité encore en tant que telle, donc je suis allé vers la gérontologie, j'ai créé une consultation de gérontologie à l'hôpital Broussais où je travaillais, etc. Et j'ai comment dire, continué à travailler dans ce domaine. Et puis, je me suis rendu compte assez vite que la gériatrie, au fond, c'était la gestion du mauvais vieillissement. Alors, c'est indispensable d'avoir des gériatres et des gérontologues parce qu'il faut bien qu'on s'occupe des gens qui vieillissent mal. Mais je me suis dit, mais Seigneur, le problème, il n'est pas vraiment là. Les gens sont malheureusement déjà loin dans la dégradation et ce qu'il faut, c'est travailler avant. C'est faire de la vraie prévention. Et là, je parle de prévention primaire. Vous connaissez tous les 3 types de prévention de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. La prévention primaire, c'est comment faire pour ne pas être malade. La prévention secondaire, c'est au fond du dépistage. Donc, il y a une maladie,
mais il faut essayer de la trouver le plus tôt possible, alors qu'elle ne parle pas vraiment encore, pour essayer d'avoir un maximum de chances pour la guérir sans séquelles. Et puis la prévention tertiaire, c'est une fois que la pathologie est là, qu'elle est développée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'elle n'évolue pas vers une autre pathologie. L'exemple type, c'est vous faites un infarctus du myocarde, quoi faire pour que ça n'évolue pas vers une insuffisance cardiaque. Et donc, je me suis intéressé à cette prévention primaire. Je me suis dit, comment faire pour rester dans le meilleur état possible le plus longtemps possible. Et donc, je suis parti vers la faculté des sciences. J'ai fait de la biologie cellulaire, j'ai cultivé des cellules déjà qu'on immortalisait. Et on pourra peut-être à un autre moment du discours parler d'immortalisation parce que c'est un terme très particulier d'évoquer quelque chose qui est immortel quand on parle du vivant. Or, c'est quelque chose qui se fait dans les laboratoires de biologie cellulaire depuis 30 ans. On prend des cellules et on les immortalise. C'est possible. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, personne ne songe à rendre un être humain immortel. On songe à allonger sa durée de vie. Et si on gagne 10 ans, 15 ans, on sera déjà très content. Mais moi, je préfère dire que battons-nous pour qu'il reste en bonne santé 10 ans, 15 ans de plus. Et c'est cette longévité-là qui est intéressante. Et ensuite, j'ai développé un certain nombre d'outils qui correspondent à l'étude de la sénescence. Et cette étude de la sénescence, elle est très importante parce que une spécialité médicale, comme celle que je défends et que je représente aujourd'hui, ne peut se développer que autour d'un instrument de mesure. La diabétologie, par exemple, s'est développée autour de la mesure de la glycémie. Alors, il y a plein d'autres facteurs, mais par exemple, l'hypertension artérielle, on a pu la diagnostiquer, la traiter à partir du moment où on avait un système permettant de donner une pression artérielle systolique, une pression artérielle diastolique. Donc, il y a énormément de spécialités qui se sont développées autour des progrès techniques. Et pareil, quand on veut s'intéresser d'un point de vue physiologique au vieillissement d'un individu et qu'on veut le prendre en charge au sens de le limiter, voire de l'inverser sur certains paramètres, eh bien, il nous faut des outils qui démontrent cette efficacité. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler parce que c'est véritablement l'élément fondamental et c'est l'élément qui va permettre de faire la différence entre une vision purement psychologique, voire une vision placebo, et une réalité biologique. Oui, aujourd'hui, on peut améliorer des fonctions physiologiques et c'est ça qui est complètement fabuleux et essentiel. Et ça se mesure. Merci beaucoup pour ce premier développement. J'aimerais tout simplement saluer toutes celles et ceux qui vous ont rejoint, docteur. On a Claude, Marianne de Belgique, Corinne, Anne-Sophie, Isabelle, Marie-Hélène, etc., etc. Bienvenue en tous les cas à vous toutes et à vous tous pour ce premier webinaire. Il y en aura d'autres vraisemblablement sur la longévité. Vous êtes très nombreux ce soir à suivre le docteur de Gégère. Vous avez également, après vos études, dites-moi, vous avez voyagé dans le monde entier à la rencontre de celles et ceux qui partageaient votre savoir, ou en tous les cas, qui étaient sur la même quête, sur le même cheminement. Vous êtes revenu avec quoi? Je suis revenu avec non pas une conviction, mais avec un constat que c'était possible. On n'était pas dans l'illusoire. Parce que c'est s'intéresser au vieillissement, bien sûr, c'est théoriquement intéressant. Et beaucoup de gens s'y intéressent comme étant peut-être une vision de l'esprit en se disant, bah oui, j'aimerais bien vieillir différemment, j'aimerais bien avoir plus de capacité pour ceci ou pour cela. Mais ça a l'air d'être lointain.
Ça a l'air d'être particulier, ça a l'air d'être totalement inaccessible pour certains, alors que ce l'est. C'est possible. C'est possible aujourd'hui, là où vous êtes. Et la première chose qui est importante, c'est qu'il faut avoir envie de faire cet effort. Car évidemment, il y a une chose que l'on apprend, c'est que le vieillissement est un phénomène qui est terrifiant. Pas tant au départ, parce que quand vous êtes entre 20 et 30 ans, vous percevez pas votre vieillissement. Vous avez de telles réserves que vieillir, oui, bon, d'accord, c'est un chiffre comme ça. Et rien que pour vous faire sourire, je peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote. Je reçois très régulièrement des journalistes et qui viennent m'interroger sur ce que je fais, sur les perspectives, etc., etc. Et pour moi, il y a vraiment deux types de journalistes différents. Il y a les moins de 30 ans et les plus de 50. Je me souviens toujours d'une jeune journaliste qui était pigiste et son rédac chef lui a dit « Va voir De Gégère et fais-lui parler de vieillissement et d'anti-vieillissement, etc. » Et elle est arrivée en me regardant comme une espèce d'Olubrius, un type qui fait pas un truc sérieux. Et elle me dit, mais écoutez, je sais pas pourquoi vous vous intéressez au vieillissement. Le vieillissement, écoutez, c'est rien. Moi, je suis en pleine forme. Et oui, elle savait pas ce que c'était. Elle ne ressentait pas dans son corps. Et alors, je lui ai dit, elle avait 28 ans à l'époque. Et je lui ai dit, écoutez, honnêtement, restons calmes, relaxez-vous. Vous avez 28 ans. Est-ce que tout est pareil à 28 ans qu'à 25 ou à 23? Alors elle me regarde, les yeux un peu dans le vide, et elle était honnête d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, oui, je comprends, vous avez raison finalement, parce qu'aujourd'hui, je peux pas faire une nuit blanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux passer toute une nuit avec des copains, etc., il faut que le lendemain, je n'aille pas travailler. Donc, ça doit être un vendredi soir ou un samedi soir. Avant, je pouvais le faire quand je voulais et le lendemain, j'étais frais et dispo. Et donc, on voyait bien que ces réserves d'énergie avaient déjà chuté. Ensuite, entre 30 et 50 ans, j'appelle ça le hold-up de la vie. Parce que nous avons là vraiment nos 20 plus belles années, sincèrement. 30, 50, c'est fabuleux. Sauf que, on les voit pas passer. Entre le boulot et la famille, c'est une sorte de hold-up temporel. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et on se retrouve à 50 ans. Alors 50 ans, c'est là où commence un vrai carrefour, c'est 50-60. C'est d'autant plus vrai chez les femmes parce qu'en plus 50 ans, c'est la ménopause, avec véritablement des tas de modifications hormonales qui vont jouer sur le corps, sur l'esprit, sur le cerveau, etc., etc. Mais c'est également ce carrefour où tout va changer. Votre tension va monter, mais vous n'allez pas être hypertendu. Votre sucre monte, mais vous n'êtes pas diabétique. Le cholestérol monte, mais vous n'êtes pas hypercholestérolémique. Vous prenez 3 kilos, vous avez beaucoup plus de mal à les perdre. Vous allez faire du sport, vous arrêtez un peu avant. Vous voyez, tout change. Et ensuite, on arrive à cette phase qui est 60-70. Alors là, 60-70, et je pense qu'il y a de très nombreuses personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette tranche d'âge, eh bien, c'est bonjour les maladies. Il faut savoir que l'espérance de vie en bonne santé, à la naissance, en France, donc chez nous, c'est de 63 ans pour un homme, 65 ans pour une femme. Alors que l'espérance de vie totale à la naissance,
C'est 79 pour un homme, 85 pour une femme. Le reste, la différence entre les deux, c'est de la maladie. Alors, la définition, tout le monde, vous pouvez aller sur le site de l'INSEE vérifier, hein, c'est publié. Alors, l'espérance de vie en bonne santé, c'est même une notion encore pire parce que c'est sans incapacité. Donc, vous imaginez ce que ça représente. Ça veut dire qu'une femme de 65 à 85 ans, ça veut dire 20 ans malade. C'est ça que ça veut dire. Donc, là, il y a quelque chose de fabuleux. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Je vois tout le temps des gens qui me disent « mais je suis en pleine santé ». Et puis, je leur dis « bon, avez-vous un traitement ?» Ils me disent « oui ». Et je vois défiler les médicaments pour la tension, le cholestérol, le diabète. Quand on a de la tension, du cholestérol et du diabète, on n'est plus en bonne santé. C'est une réalité qui est une lapalissade. On peut avoir un diabète traité et équilibré, mais on est diabétique. Je vois des gens qui me disent « ah, ma tension est à 12,8. Je suis pas malade. » Ah oui, mais vous prenez tel médicament. Ah oui, mais du coup, je suis pas malade. Ben, si vous êtes malade. Mais votre traitement, si j'ose dire, vous sauve. Ensuite, on va un peu plus loin. Alors, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis pas ça pour être désagréable avec qui que ce soit. Je vous dis simplement ça par rapport à une notion de réalité. Il y a des réalités. Et ces réalités sont parfois dures à entendre, mais pas définitives. Et c'est là où ça devient très intéressant et on pourra revenir sur ces éléments-là. 70-80, ben le vrai problème, c'est la perte d'autonomie. Et combien avez-vous vu de gens autour de vous qui, à 75 ans, allaient bien, moins un jour, et à 75 plus un jour, font mal, ils font un accident vasculaire cérébral, un infarctus, un cancer. Et parfois, certains cancers se développent très rapidement. Donc, on est dans une situation qui est pas simple. Au-delà de 80, alors c'est encore un peu plus compliqué. On est vraiment là beaucoup plus dans la perte d'autonomie. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de 90 ans qui vivent bien, d'accord? Heureusement. Mais globalement, statistiquement, l'échantillon devient de plus en plus faible. Quand on parle d'espérance de vie, il y a également une autre notion importante à bien comprendre. C'est que cette espérance de vie totale à la naissance, elle cesse de croître. On arrive à des plateaux. Donc, il ne faut plus penser ou espérer que passivement, les choses vont s'améliorer. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est, d'une part, de faire comprendre aux gens que, c'est possible de changer les choses, mais ça ne peut pas se faire sans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut s'engager dans un processus, il faut être motivé, il faut se battre. Et les gens qui viennent me voir, je leur dis toujours, bien écoutez, c'est pas miraculeux, il faut que vous changiez des choses dans votre vie, il faut se fixer des objectifs, et c'est comme ça qu'on arrive à de bons résultats. L'espérance de vie en bonne santé, elle est quasiment stable depuis 2004-2008. Là encore, allez voir sur les chiffres de l'INSEE, il y a de multiples tableaux qui expliquent ça très bien. Ça monte un coup, ça redescend, etc., etc. Donc ça veut dire que bien que nous ayons un système de santé qui fait beaucoup de progrès, bien que nous ayons des capacités de diagnostic et de traitement tous les jours meilleures, eh bien, c'est pas si simple que ça. Il y a également le fond de notre organisme qui se dégrade. Merci beaucoup, docteur. Alors, ce que j'aimerais, si vous le permettez, c'est, je vous rappelle à l'heure, quand je dis à l'heure,
Le temps passe, c'est pas à vous que je vais le dire. Et du coup, j'ai plein de questions à vous poser. Est-il possible d'y aller? Alors, première question. Nous vivons quand même une période assez particulière, confinement, incertitude sanitaire, incertitude économique, perte de repères, ronde des rumeurs, vous avez parlé des journalistes, réseaux sociaux. Est-ce que tout cela peut nous faire vieillir plus vite que le temps qui passe? Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent nous impacter sur notre vieillissement? Et à l'inverse, d'autres peut-être ralentir ce vieillissement. Alors, la période que nous vivons est quasiment expérimentale. Vous avez remarqué que toute notre société est stressée. Les gens ne sourient plus, et ce stress est un élément de mauvais vieillissement. Ça, c'est très clair. Ce sont des notions qui sont parfaitement connues, publiées depuis des années. Quand vous êtes stressé, quand vous n'avez plus de perspective, ou très lointaine, ou en tout cas, quand on est dans l'incertitude, eh bien, à ce moment-là, nos différents systèmes physiologiques se dégradent plus vite. Donc ça, c'est une certitude. À l'opposé, quand vous êtes loin de ce stress, mais je m'excuse, j'enfonce un peu des portes ouvertes, et là, on va vers des populations lointaines, comme par exemple Okinawa, vous savez, cette fameuse île au niveau japonaise, c'est là où il y a le plus de centenaires, et quand vous étudiez ces centenaires et leur mode de vie, eh bien vous voyez quoi? Ils sont frugaux, aucun stress, tout est prévu, tout est parfaitement calme, et ils sont très actifs physiquement. Donc, quand vous êtes avec ces trois éléments-là, vous augmentez vos chances, effectivement, d'échapper aux maladies cardiovasculaires, qui restent tout de même une cause très importante de morbimortalité. Question suivante, y a-t-il, toujours dans la même veine, y a-t-il des pathologies qui font vieillir? Par exemple, un virus, des petits bobos quotidiens. Est-ce que ça fait vieillir? À l'inverse, y a-t-il de bonnes bactéries, de bons organismes vivants qui peuvent de nouveau freiner ce processus ou nous aider à ralentir ce processus? Alors, toutes les maladies chroniques, hypertension, diabète, par exemple, vont favoriser notre vieillissement. Donc, il faut bien voir que notre sénescence fragilise l'ensemble de nos systèmes physiologiques, et en fragilisant l'ensemble de nos systèmes physiologiques, font le lit des pathologies. Et quand les maladies surviennent, elles accélèrent notre sénescence, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, d'où l'importance de pouvoir effectivement gérer ces différentes pathologies. Et là, je redonne un élément important à mon sens, c'est quand on est à la fac de médecine, et les jeunes le voient tous les jours, on commence les traitements des maladies chroniques toujours par des règles hygiéno-diététiques. Mangez moins de ceci, faites plus d'exercice, etc. Mais au quotidien, il est tellement plus simple de prendre un comprimé que de modifier son mode de vie. Et pourtant, Dieu sait si effectivement la modification de ce mode de vie peut avoir des résultats bien supérieurs à la prise du médicament et sans effet indésirable. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite des moyens qui est fondamental et dont je parlais tout au début de cet entretien, c'est la motivation. Et pour être motivé, il faut savoir qu'on peut le faire, on peut y arriver. Alors, vous parliez des bactéries et des bonnes bactéries. Oui, à l'inverse, si vous vous retrouvez dans un milieu qui est un milieu sain, peu pollué, pas de pesticides, etc., etc., bien évidemment, vous allez diminuer le seuil d'agression au niveau de votre organisme et vous allez vous éloigner de l'émergence de certaines pathologies. Ça, on rentre dans des choses qui sont très évidentes.
Alors, finalement, la grande question serait la suivante. Vous l'avez abordée déjà, mais que pourriez-vous nous recommander d'utile dans la période actuelle? Pour y répondre, si vous le voulez bien, on y va pas à pas. Ma première question, wow, c'est une question, elle n'est pas bateau du tout. C'est qu'est-ce que le vieillissement? Qu'est-ce que cette sénescence dont vous nous parlez? Alors, la sénescence, elle prend véritablement naissance au centre de nos cellules. Nous sommes composés de cellules qui se regroupent en organes et l'ensemble de ces organes va travailler de façon synergique au service de notre cerveau et pour que nous puissions mener notre vie. Très tôt, donc à la fin de l'adolescence, il va y avoir un certain nombre de dysfonctionnements qui vont s'établir. Alors, un dysfonctionnement va s'établir, il va y avoir des réparations possibles, et puis ces réparations seront de moins en moins efficaces, les dysfonctionnements vont s'accentuer, et ça va se traduire physiologiquement par des modifications de nos capacités. Alors, prenons un exemple très simple, et que j'aime bien parce qu'il est très très parlant. C'est notre système artériel. Nous avons de multiples artères qui courent à l'intérieur de notre corps et qui permettent à tous nos organes d'être nourris en nutriments, d'être oxygénés, mais également ensuite de permettre aux déchets de sang de partir. Ces artères ont une caractéristique physiologique fondamentale qui est la souplesse. Les artères sont élastiques. Une artère jeune est très élastique. Et tout au long de la vie, fonction de nos gènes, fonction de nos comportements, fonction de notre environnement, la rigidité de nos artères va croître. Chez les hommes, chez les femmes, c'est un peu différent, j'en parlerai après. Quand, au-delà d'une certaine rigidité, l'artère va commencer à s'obstruer. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui commence brutalement, l'obstruction artérielle. C'est quelque chose qui répond à un continuum évolutif. Et ce continuum, on peut le déterminer dès 20 ans. Ça a été d'ailleurs une des, je vais pas dire une chose positive parce que d'une guerre, c'est les jeunes soldats américains qui mouraient au Vietnam étaient autopsiés pour un certain nombre, et on voyait que ces jeunes hommes qui étaient en pleine forme, eh bien, avaient déjà des altérations de leurs artères. C'est quelque chose qui va donc se dégrader. C'est quelque chose que l'on peut mesurer. Et là, on fait une petite ouverture vers une notion fondamentale qui est l'âge physiologique. Si à 50 ans, par exemple, vous avez 50 ans d'âge chronologique, on mesure la rigidité de vos artères. Et on a des tas d'ABAC. Et on voit que cette rigidité artérielle, pour 1000 raisons, va correspondre à un homme de 65 ans. 15 ans de plus. C'est possible, hein, ça ne pose aucun problème, c'est parfois même plus. Eh bien, le premier intérêt de cette mesure, c'est que ça veut dire que vous portez le risque cardiovasculaire d'un homme de 65 ans et non pas d'un homme de 50 ans. Donc, là, branle-bas de combat, si j'ose dire. Mais c'est très important en termes d'indication. C'est comme si vous conduisez une voiture, vous avez votre voiture et votre garagiste vous dit, bah écoutez, je suis désolé, mais les plaquettes de frein, il n'y en a plus à l'avant. Donc vous allez modifier forcément, sauf si vous êtes suicidaire, mais vous allez forcément modifier votre conduite et vous allez prendre dardard rendez-vous pour qu'on vous remette des plaquettes neuves. Pour l'artère, c'est pas aussi simple, on change pas notre système artériel, mais on peut jouer de façon très efficace sur son évolution. Et on peut, à travers certaines mesures hygiéno-diététiques, comme on aime bien le dire en médecine, mais ça veut dire en termes de nutrition, ça veut dire en exercice physique, ça veut dire en corrigeant aussi un certain nombre de carences qui se sont installées au cours du vieillissement, eh bien, on va pouvoir faire que vos artères s'assouplissent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que ça signifie que quelque part,
vous allez vous éloigner du risque. Et la rigidité artérielle est un élément qui est très intéressant. Alors, c'est très connu, c'est publié vraiment de façon absolument multiple. On est dans de la vraie physiologie. Hein, c'est quelque chose d'absolument indiscutable. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous n'êtes pas prisonnier. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « Tiens, j'ai 50 ans, mais mes artères ont 65 ans et je ne peux rien faire. » Non, vous pouvez revenir en arrière, mais il faut effectivement changer un certain nombre de choses. Et ça, c'est l'élément qui est vraiment fondamental. Alors, je vous le répète une deuxième fois, hein, je viens de vous le répéter une deuxième fois pour insister, mais j'aimerais également vous dire que cette rigidité artérielle, pourquoi elle est passionnante? Parce que c'est un paramètre de mesure qu'on appelle, nous, intégratif. C'est-à-dire que quand vous mesurez la rigidité d'une artère, vous allez en fait tenir compte, si c'est un homme ou une femme, son âge, s'il a fumé ou pas fumé, s'il a du cholestérol ou pas, si il a du sucre ou pas, etc., etc. Donc, en mesurant ce paramètre, vous allez intégrer une multitude d'autres paramètres dont parfois on ne parle même pas, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, ce genre de choses devrait pouvoir être fait quasiment systématiquement à partir d'un certain âge, parce que là, il y a vraiment quelque chose de concret et de simple à trouver. Donc, deux parties dans la vie. La première jusqu'à la fin de l'adolescence, où vous appelez ça du développement, et à partir de la fin de l'adolescence, on commence la sénescence. La sénescence, dites-vous, c'est un mécanisme qui se situe au cœur même de la cellule, un dysfonctionnement que l'on observe, et à la question: peut-on mesurer le vieillissement? Vous venez de répondre, je vais reprendre l'adage populaire, mais on a l'âge de ses artères. Autrement dit, vous dites oui, nous pouvons largement, grâce à l'établissement de la souplesse des artères, à ce constat-là, on peut voir quel est le vieillissement d'un individu. Vous ajoutez, il va falloir pondérer cette mesure avec tout un certain nombre de paramètres, vous venez de les évoquer, notamment le taux de sucre, glycémie, autrement dit, les graisses et le cholestérol mauvais, le bon, etc. Quels sont les grands mécanismes du vieillissement? Alors, il y a plusieurs grands mécanismes. Le premier, le plus, je dirais, le plus néfaste, c'est le sucre. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la glycation. En fait, et ça répond quelque part, et c'est terrible, à une vraie problématique de société. Nous mangeons beaucoup trop sucré. Ce sucre passe, parce que la molécule de glucose est une toute petite molécule, et donc qui diffuse parfaitement dans l'organisme et qui va se comporter comme une espèce de glu. Qui va s'accumuler dans les interstices, dans le tissu interstitiel, au niveau des yeux, du cristallin, mais des parois artérielles, au niveau des nerfs. Et là, elle forme cette petite glu qui va coller ensemble des protéines. Ces protéines vont être rendues non fonctionnelles. Elles vont être reconnues par le système immunitaire comme étant des déchets, des choses anormales qui n'ont rien à faire là. Le système immunitaire va donc envoyer des cellules compétentes qui vont censées détruire ces agrégats de protéines. Ils vont pas y arriver. Ça va être la mort du macrophage avec un relargage d'enzymes protéolytiques, une inflammation, et vous avez toute une série de réactions biochimiques qui vont contribuer au vieillissement du cerveau, au vieillissement de la rétine, du cristallin, des artères, des nerfs, des reins. Citer un organe, ça se passe partout. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut mesurer assez facilement. Et ensuite, il faut effectivement mettre en place les mesures qui vont nous permettre de lutter contre ça. Permettez-moi un mot, ce n'est pas synonyme de diabète.
on peut être en pleine glycation et ne pas être diabétique. Parce que souvent les gens se disent « Ah mais oui, mais vous parlez de sucre, mais moi, je suis pas diabétique. » Ben oui, mais le problème, c'est que entre le diabète et un parfait fonctionnement de notre système des sucres, eh bien, il y a un énorme hiatus et la glycation se développe là-dedans de façon incroyable. Ça, c'est un des mécanismes parfaitement connus, et c'est la réaction de Maillard pour ceux qui ont des notions de biochimie, et ça nous tue à petit feu, et ça nous tue d'autant plus que dans des situations stressantes comme celles que l'on vit, vers quoi allons-nous? Ben, nous allons vers les sucres. Donc ces sucres qui nous font à l'instant, au tenté, beaucoup de bien, qui nous apportent satisfaction et contentement, eh bien, ces sucres nous tuent à petit feu. C'est terrible, ensuite, ça. Moi, je pensais que la douceur était invincible. Pas du tout, dites-vous. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Elle est très vicieuse, cette douceur-là, parce que ne vous en méfiez pas. Parce qu'en italien, docteur, quand même, le dessert, c'est dolce, c'est la douceur. On est sur la fin du repas. Hein. Donc, excusez-moi, je vous ai interrompu, excusez-moi. Mais non, mais pas du tout. Ensuite, vous avez d'autres mécanismes qui existent et qui sont bien connus depuis, encore une fois, longtemps. Hein. On parle là des années 50, 1950, 1960. C'est le stress oxydant. Le stress oxydant, vous en avez tous entendu parler. Donc, c'est à partir de molécules d'oxygène. Alors, l'oxygène, c'est à la fois la vie, parce qu'il nous faut de l'oxygène pour respirer, pour que nos métabolismes fonctionnent. Ça apporte de l'énergie. Et parfois, cet oxygène, dans le cadre de son métabolisme, va construire des molécules qui vont être, que l'on va appeler des espèces radicalaires de l'oxygène, ou radicaux libres, qui sont autant de petites grenades dégoupillées qui vont circuler dans le corps et qui vont détruire tout ce qu'elles vont toucher. C'est comme si elles avaient explosé contre une membrane cellulaire, contre un chromosome, etc., contre une enzyme. Plus on vieillit, plus on en produit, plus on est dans un environnement qui est un environnement pollué, plus on en absorbe, et nous avons également des systèmes de défense. Et ces systèmes de défense sont bâtis, vous le savez, sur des enzymes, sur des oligoéléments, sur des vitamines. Et c'est toute une chaîne qui existe et qui va nous protéger. Alors, il y a des choses que l'on connaît bien, le zinc, le sélénium, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont pouvoir nous protéger. Ensuite, vous avez d'autres mécanismes qui existent. Il y a par exemple les mécanismes chromosomiques, et c'est ce qui est très à la mode actuellement avec la mesure des télomères. Vous savez, et nous travaillons sur cette problématique actuellement, où nous menons une étude en double aveugle contre placebo. Et l'idée, c'est quoi? C'est que à chaque fois que les cellules se divisent, eh bien, vous avez, pardonnez-moi, je vais un petit peu trop vite. Au bout de chaque chromosome, vous avez une petite capsule, qui est une capsule neutre, qu'on appelle un télomère. Et ce télomère, lorsque la cellule se divise, va être en partie amputé d'un petit bout, qui est du matériel génétique, mais qui est du matériel génétique inerte, protecteur. Et il n'est que partiellement réparé. Et donc, division après division, le télomère disparaît. Quand il n'y a plus de télomère, eh bien, la cellule a deux possibilités. Soit elle meurt, c'est le suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose, soit elle se transforme. Et ça, c'est le cancer. Donc, là, il y a, et ça correspond à ce qu'on appelle scientifiquement la limite de Hayflick. La limite de Hayflick, ça veut dire que chaque lignée cellulaire de chaque espèce, humaine ou animale, est caractérisée par un certain nombre de divisions possibles. Par exemple, si vous prenez un fibroblaste humain, il va pouvoir
se diviser une soixantaine de fois. Si vous prenez un chondrocyte de lapin, ça sera 8 fois. Donc, voilà, ça aussi, c'est une possibilité d'intervention, c'est-à-dire de travailler sur, non pas, c'est travailler sur la réparation possible de ces télomères grâce à une enzyme qu'on appelle une télomérase et que l'on peut stimuler. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui est gigantesque, qui est tout ce qu'on appelle les mécanismes neuroendocriniens. Alors, les neuroendocriniens, ce sont les hormones. Vous savez que dans nos organismes, nous avons une quantité d'hormones. Certaines sont très connues, comme les œstrogènes ou la progestérone, que l'on va supplémenter dans le cadre de la ménopause. Chez les hommes, on parle souvent de testostérone, mais on peut parler aussi d'hormones thyroïdiennes, etc. Et il est vrai qu'en vieillissant, ces hormones sont moins actives et il y a une maladie qu'on appelle le panhypopituitarisme de l'adulte, qui est une maladie très intéressante car elle arrive quand votre hypophyse se nécrose. Alors l'hypophyse, qu'est-ce que c'est? C'est une petite glande qui est à la base du cerveau et qui va sécréter des stimulines. Et ces stimulines sont souvent des protéines, enfin, on va dire quasiment des préhormones qui vont aller vers les glandes, par exemple vers le testicule, par exemple vers l'ovaire, vers la thyroïde, pour les faire sécréter les hormones. Dans un certain nombre de pathologies, ça peut être des pathologies infectieuses, des pathologies tumorales, des pathologies hémorragiques, eh bien, vous avez cette glande qui se nécrose. Donc, il n'y a plus de stimuline. Et la version dramatique de ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Chian, qui a été décrit au début du siècle dernier. C'est un accouchement dit hémorragique. C'est-à-dire qu'une femme met un enfant au monde, a une très vaste hémorragie, excusez-moi de rentrer dans tous ces détails, mais c'est illustratif. Il faut comprendre, pour voir de quoi on parle. Et cette hémorragie va entraîner une baisse de pression artérielle majeure, et du coup, on assistera à une nécrose par bas débit sanguin de l'hypophyse. Donc, vous avez deux phénomènes qui sont concomitants. Vous avez la joie d'avoir un enfant qui arrive au monde et vous avez une femme qui est entre la vie et la mort et qui va se mettre à vieillir à une vitesse considérable. Parce que cette femme va être privée de ses hormones. Plus d'hormones thyroïdiennes, plus d'hormones corticotropes, plus d'hormones minéralotropes, plus d'hormones sexuelles. Et on la voit vieillir à vue d'œil. Elle perd ses cheveux, elle perd toute son énergie, elle devient anémique, sa peau devient toute, flétrie, elle va être ostéoporotique, son cholestérol va monter en flèche, elle sera constipée, enfin, tout ce que vivent en fait des gens qui vieillissent à des degrés différents. Et malheureusement, souvent, ça se termine mal. Ça se termine par le décès. Jusqu'au moment où, dans les années 60, 1960, 70, eh bien, une fois que le diagnostic était posé, eh bien, on donnait à cette femme des hormones. On lui donnait des hormones sexuelles, on lui donnait des hormones thyroïdiennes, on lui donnait du cortisol, etc., etc. Et vous aviez là une amélioration fabuleuse, fantastique, de l'état de santé de cette femme qui tout à coup renaissait carrément. Et moi, c'est ce que j'appelle un modèle de vieillissement réversible. Donc, c'est très, très frappant de voir cet exemple-là. Et donc, en fait, dans notre vieillissement à nous, en tant qu'individus, sachant que nous sommes tous différents, hein, nous avons tous des susceptibilités génétiques qui font que certains seront plus sensibles à certains modes que d'autres, mais en fait, nous portons en nous tous l'ensemble
de ces mécanismes. Et là, je vous en cite 3-4 qui sont les gros mécanismes. Il y en a d'autres. Et vous comprenez également qu'à partir du moment où on a des mécanismes pour expliquer un phénomène, forcément, ça ouvre des portes pour les contrebalancer. C'est ma question suivante. Vous imaginez bien, comme tout le monde vous a suivi jusque-là avec patience et fébrilité, la question suivante est, docteur, peut-on intervenir sur le vieillissement d'une personne? Dites-moi ce que je dois faire, je veux vivre 200 ans. Allons-y. Alors, je vous remercie tout de suite de placer la barre assez haut, à 200 ans. En fait, on va tout de suite expulser les 200 ans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous commencez à maîtriser des phénomènes, eh bien, pourquoi arrêter à 120 ans? Pourquoi arrêter à 150? Pourquoi arrêter à 180? Pourquoi arrêter à 200? On est dans une totale prospective. On ne sait pas. On ne sait pas, et peut-être que à 150 ans, d'autres maladies apparaîtront. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la biologie, le phénomène du vivant, ne rime pas forcément avec mort. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était simple. On pouvait définir la vie quasiment par le fait que c'est un processus qui allait se terminer. Donc, je m'excuse, c'est une définition qui doit paraître étrange à certains, mais c'est vrai. Tout ce qui vit meurt. Tout ce qui a un début a une fin. Point. Ok. Ou tout ce qui a un début a une fin. Voilà. Et puis ensuite, on se rend compte que, eh bien, il y a des exceptions. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, évidemment, vous avez les exceptions de la nature. Vous avez des arbres qui vivent 5000 ans. Vous avez des choses comme ça. Vous avez des tortues qui vivent presque 200 ans, voire plus. Mais sont des exceptions. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'être humain. On est très égoïste, on va s'intéresser à nous. Ou disons plutôt les mammifères. Les mammifères, moi, j'ai rencontré lors de mes voyages un professeur de physiologie à UCLA, l'université de Californie, qui s'appelait Roy Walford. Roy Walford était un type absolument extraordinaire et il s'intéressait à une notion qui avait été développée par un de ses maîtres, McKay, qui est la restriction calorique. Et la restriction calorique, quand vous l'appliquez à des mammifères, des petits mammifères, comme par exemple des souris ou des rats, eh bien, vous vous rendez compte que vous pouvez, alors je simplifie, mais vous pouvez multiplier par 2 leur espérance de vie. C'est-à-dire que une souris qui normalement vit 1 an, elle vit 2 ans. Alors, point très important. C'est-à-dire qu'elle vit pas 1 an, plus ensuite 1 an de dépendance et de malheur. Non, non. C'est toutes les parties de sa vie ont été augmentées. C'est-à-dire que si elle a 6 mois de superactivité, ça passe à 1 an de superactivité. C'est comme si on dirait, par exemple, un homme, c'est très discutable, mais je prends cet exemple, si un être humain est parfait entre, mettons, 20 ans et 60 ans, ça fait 40 ans. Si vous faites de la restriction calorique, ça veut dire 80 ans en pleine forme. C'est ça que ça veut dire. Toutes les périodes s'allongent. Donc, il est possible d'intervenir sur cette notion de longévité. Et longévité, qu'est-ce que c'est? Parce que n'oublions pas que quand on parle d'espérance de vie, c'est quelque chose qui est de l'observationnel. Alors, un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur l'espérance de vie maximale théorique de l'être humain. Quelle est notre espérance de vie
maximale théorique. Et ça a été publié dans Nature il y a environ 2 ans. Il y avait un très beau travail et on arrivait à 122 ans. Et 122 ans, c'est Jeanne Calment. Donc il y avait une logique quelque part. Donc ça, c'est pour vous exprimer le fait que l'espérance de vie totale à la naissance est très relative, parce que quand vous parlez de longévité aux gens et que les gens pensent à Madame Jeanne Calment, ils se disent très peu pour moi. Vivre comme elle a vécu sur la fin de sa vie, etc., c'est pas ce que je souhaite même à mon pire ennemi. Donc, non. La vision moderne de la longévité et du longévisme que moi je défends par rapport à cette notion de transhumanisme, ça va être de vous garder dans la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Sachant que l'immortalité aujourd'hui n'est pas au catalogue, hein, c'est très clair, mais on peut mettre un maximum de chances de son côté en sauvegardant la merveilleuse machine que nous sommes. Et là, permettez-moi une autre analogie, c'est la voiture. Vous avez une voiture, cette voiture, vous la conduisez, et alors maintenant, avec les nouvelles voitures, on ne peut pas y échapper parce que dès qu'il y a une révision à faire, elle vous le rappelle sur le cadran, hein, en disant révision, révision, révision. Vous avez une semaine de retard, 15 jours de retard, 1 mois de retard, etc. Et c'est cette révision régulière de votre machine, de votre voiture, qui va vous permettre de la garder dans le meilleur état le plus longtemps possible. Le même principe existe pour l'être humain. Sauf que on ne se l'applique pas. Vous comprenez que si vous voyez des éléments de glycémie se dégrader, si vous voyez votre masse grasse augmenter, si vous voyez votre masse maigre diminuer, tout ça sont des éléments qui vous montrent que vous êtes sur le toboggan. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont me dire, bon, très bien docteur, demain je vois mon médecin traitant. Et je lui demande d'évaluer ça. Alors, tout ce que j'évoque là devant vous, effectivement, c'est quelque chose de très spécialisé et qui est de la physiologie. C'est des éléments de physiologie. Ça, c'est des tests particuliers qu'on ne retrouve évidemment pas partout et que le corps médical, dans son ensemble, est plutôt formé à la détection et au traitement de pathologies, c'est-à-dire le stade d'après. La spécificité du travail que nous développons, c'est justement d'intervenir avant. Et c'est ça qui peut être très intéressant, mais vous comprenez également que c'est quelque chose qui est complexe, parce que un être humain est complexe et que nous sommes tous différents. Nous avons des fonctionnements différents. Et pour pouvoir donner un conseil et suivre ce conseil, parce que donner un objectif est une chose, encore faut-il suivre, voir si effectivement vous atteignez l'objectif et si vous n'atteignez pas l'objectif, pourquoi vous ne l'atteignez pas et éventuellement le modifier, éventuellement vous donner des conseils qui vont vous permettre d'y arriver. Je crois que, et là j'aimerais revenir, si vous voulez, un petit peu en arrière, si vous me le permettez, c'est pas forcément non plus de la NASA. Hein, c'est pas forcément à chaque instant de l'hypertechnologie. Ça se passe pas forcément à Paris tout le temps. Vous pouvez, où que vous soyez en France ou en Europe ou dans le monde, vous pouvez décider d'agir. Et décider d'agir, c'est effectivement tenir compte des signes que vous donne votre corps. Quand on est essoufflé, par exemple, c'est que quelque chose se passe. Il y a peut-être une maladie, donc il faut consulter, il faut s'intéresser, il faut avoir un avis médical. Mais c'est peut-être tout simplement que vous rentrez dans une désadaptation cardiovasculaire et respiratoire. Et en vieillissant, on a un défaut terrible, c'est qu'on ne cesse pas de s'adapter. Défaut ou qualité, dans le cas présent, c'est un défaut. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que
si, je caricature un peu, si vous êtes habitué d'aller acheter votre journal tous les matins à 2 kilomètres à pied et que vous le faites sans difficulté, eh bien, vous continuez à vieillir tranquillement et un beau jour, 2 kilomètres, c'est trop loin. Vous ne pouvez plus faire qu'1 kilomètre. Et alors, vous vous dites, bon, ça m'embête, mais je vais pas me battre pour aller à 2 kilomètres. J'ai finalement un magasin à 1 kilomètre. Et à 1 kilomètre, vous n'êtes pas essoufflé. Sauf que vous avez divisé par 2 votre possibilité, vos possibilités. Et donc, soit vous regardez cette réalité en face, et vous dites, zut, faut que je me reprenne en main, il me faut les bons conseils. Soit vous dites, bah, finalement, c'est pas mal, j'y arrive très bien et rien n'a changé. Donc, le plus grand ennemi face au vieillissement, et permettez-moi ce mot-là, c'est nous-mêmes. Alors, c'est nous-mêmes parce que, et c'est vrai que, en vieillissant, on n'a pas forcément envie de se battre contre soi-même. On n'a pas envie forcément de se battre contre ce confort qui, comme le sucre, hein, permettez-moi de revenir au sucre, aux douceurs, ne vous veut pas que du bien. Il y a une nouveauté, pourtant, qui est intéressante également, c'est que par rapport aux gens que nous voyons, au départ, je suis marqué gériatre, donc on voyait des gens de 70-80 ans. Maintenant, on voit des gens qui sont entre 50 et 60. On voit toujours des gens plus âgés, mais les gens sont de plus en plus jeunes. C'est des gens qui disent, soit j'y arrive plus, à 55 ans ou 60 ans, c'est embêtant. J'y arrive plus, je suis fatigué au boulot. Je demande à ma secrétaire de mettre tous les rendez-vous le matin parce que l'après-midi, après le repas, c'est fini. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui se posent des questions parce qu'ils ont une nette diminution de leur capacité. Ou alors, à l'inverse, des gens qui vont très très bien et qui disent « Ouh là là, je vais très bien, mais je veux continuer à être très bien. » Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on s'occupe de moi. Et puis, on a la nouvelle génération, des gens beaucoup plus jeunes. Notre plus jeune chez nous, dans notre institut, a 26 ans. C'est une pharmacienne. Une pharmacienne. Donc, elle est sortie de ses études, a fait ses études, et elle se rend compte qu'un certain nombre de choses ne vont pas. Et elle se dit, je ne veux pas rentrer dans dans un schéma dont je sais très bien ce qu'il va donner à 50 ans ou à 60 ans. Et ça me fait peur. Et je veux maintenant, de façon simple, savoir où j'en suis, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rester du bon côté des clous. Donc, il y a de multiples changements, de multiples motivations, mais on peut le faire. Alors, si vous me donnez un instant encore, j'aimerais aussi vous parler de l'immortalité tout de même. Je l'avais annoncé. Ce serait le dernier point. Allons-y. Je vous ai dit qu'on peut, dans les laboratoires depuis très longtemps, rendre des cellules immortelles. Alors c'est vrai, on le fait en travaillant sur leur génome. Et on voit que ces cellules, au lieu de se diviser une 50aine de fois, se divisent 500 fois. Et au bout de 500 fois, on considère que c'est une lignée qui est immortalisée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des cellules cancéreuses. Et il y a une très grande différence entre cellules cancéreuses et cellules immortalisées. Les cellules cancéreuses vont perdre le respect de l'autre, c'est-à-dire que elles vont se multiplier, et tant qu'elles ont à manger, elles se multiplient. Mais dès qu'elles vont rencontrer une autre cellule, elles vont grimper dessus, les envahir, détruire. Une cellule immortalisée garde le respect, donc elle va du contact, donc elle va se multiplier. Et quand elle va arriver au contact d'une autre cellule, elle arrête sa multiplication. Premier élément fondamental. Deuxième élément fondamental, c'est qu'elle continue à sécréter les mêmes substances. C'est-à-dire qu'une cellule, un fibroblaste qui devient cancéreux, va sécréter des petits bouts de collagène et
un fibroblast immortalisé va continuer à sécréter du collagène fonctionnel. Donc vous voyez, que ce soit au niveau cellulaire, que ce soit au niveau des petits mammifères, il y a des choses étonnantes qui peuvent se faire. Alors je pourrais vous parler également de la fameuse petite méduse, Turritopsis nutricula, qui est considérée comme immortelle, mais qui a un mécanisme très particulier en fait, parce que elle n'est pas immortelle au sens où elle est toujours pareille. Elle est simplement capable de régresser si les conditions, par exemple, climatiques, les conditions de nourriture deviennent un peu complexes pour elle. À ce moment-là, elle va involuer et dès que les choses s'améliorent, elle se redéveloppe et elle peut régresser, se redévelopper et ça jusqu'à ce qu'elle finisse dans l'estomac d'un prédateur. Donc voilà un autre exemple. Merci beaucoup, docteur. Ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, je parle sous votre contrôle, reprenez-moi s'il y a des imperfections dans mon propos. La première chose, dites-vous, vieillir est naturel, la sénescence démarre juste après l'adolescence et c'est un phénomène continu, on peut le mesurer. Et puis vous dites, ça, tout ce mécanisme-là, nous pouvons aussi prendre les choses en main. Cela nous appartient. Vous nous avez cité, je vais reprendre 2-3 points intéressants. Le premier point, avez-vous dit, vous savez, ce qu'on observe chez les mammifères, c'est que l'appauvrissement calorique permet de doubler, en tous les cas c'est ce qu'on observe chez les souris, de doubler ce temps de vie pendant lequel, en tous les cas, il y a eu cet appauvrissement. Autre cas, dites-vous, mais quand nous allons sur telle île au Japon, qu'observons-nous? Pas de stress, beaucoup d'activité physique chez ces personnes âgées et des repas frugaux. On revient donc sur un apport calorique diminué. En réalité, vous dites maintenant, c'est une question de volonté. Au-delà de cela, bien sûr, vous ouvrez les portes de la médecine en disant, bon, tout cela, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir faire des analyses plus ou moins approfondies. Sachez néanmoins que votre destinée, vous l'avez en main, ça c'est votre discours. Dites-moi, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, dont le dernier qui est paru juste avant le confinement, si mes informations sont exactes. Le titre, dites-moi, il est très intéressant. Bien vieillir sans médicaments, et vous ajoutez, j'aurais dû mettre dans le titre, dès 40 ans. Ce livre-là, il vous dit quoi? Il nous dit donc bien vieillir sans médicaments aux éditions du Cherche Midi. Il dit quoi exactement? Tout ce que l'on peut faire sur soi? Oui. L'idée de ce livre, c'était de rendre cette démarche accessible à tout le monde, où que vous soyez, parce que c'est ça qui me paraît important aujourd'hui. C'est vraiment un livre de militants. C'est trop terrible de voir des gens qui se dégradent sans savoir qu'ils peuvent intervenir. Donc, ayez cette connaissance. Le premier élément limitatif, c'est la connaissance. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Ensuite, on peut le faire selon des gradations différentes. Il y a des éléments de base que chacun peut faire là où il est, qui ne dépendent de très peu de choses, mais là aussi il faut la bonne information, il faut se fixer certains objectifs, et c'est ce que je reprends dans ce livre. Hein. C'est pas un livre de médecine pour des médecins, c'est un livre de grand public qui se lit bien, me dit-on, et qui va vous montrer à travers un certain nombre d'exemples ce que vous pouvez faire là où vous êtes. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. On peut, par exemple, faire des choses toutes bêtes. On peut faire doser dans n'importe quel laboratoire sa vitamine D. La vitamine D, c'est intéressant là aussi. Savez-vous que la vitamine D est tout sauf une vitamine? C'est une hormone, c'est ça? Voilà, c'est une hormone. Et c'est une hormone stéroïde. Vous savez que les hormones stéroïdes se définissent car provenant du cholestérol. Tout ce qui vient du cholestérol, stérol, stéroïde. Eh bien, la vitamine D est une hormone stéroïde. Et donc, vous voyez bien ces problèmes de sémantique que nous avons en France.
quand on dit hormones, tout le monde prend peur en disant ah non, 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 c'est soit dopage avant le Tour de France, soit cancer. Ah, il a pris une hormone, il a un cancer, c'était écrit. Eh ben non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et quand on appelle une hormone une vitamine, alors là, tout le monde se précipite, on dose même plus, donnez-moi en 3 boîtes, etc. Donc là, il y a un problème de sémantique dramatique et il convient d'appeler un chat un chat. La vitamine D est une hormone qui est très importante, pas simplement sur l'os. Elle a de multiples actions. Elle joue sur le cerveau, elle joue sur la prévention d'un certain nombre de cancers et en particulier digestifs, elle joue sur les muscles. Donc vous avez énormément de paramètres qui peuvent être améliorés par cette hormone. Encore faut-il la doser. Parce que nous sommes le pays de Claude Bernard. Claude Bernard, c'est la médecine expérimentale. C'est quoi? C'est on dose, on corrige, on redose. C'est la base. Quand votre médecin prend votre tension, il trouve une tension trop élevée, il porte un diagnostic d'hypertension. Alors, il vérifie plusieurs fois, il y a toute une procédure, évidemment. Il vous donne un médicament, il reprend votre tension, elle baisse, on est bon, on a trouvé le bon traitement. Pour la vitamine D, ou hormone D, entre guillemets, eh bien, c'est pareil, il faut la mesurer, prendre un traitement. Au bout de 2 mois, il faut réévaluer ce traitement. Et peut-être qu'on n'en prend pas assez. Donc, à ce moment-là, il faut en prendre un peu plus et réévaluer 2 mois plus tard. Ici, on en a trop. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à travers cette période de pandémie. Vous savez que certains articles sont sortis et ont montré que la vitamine D avait également un effet immunitaire, que je vous ai pas cité, mais que je vous cite maintenant. Eh bien, du coup, la vitamine D est devenue terriblement à la mode et des gens ont pris des quantités astronomiques de vitamine D. Eh bien, on les a retrouvés en réanimation. Pas pour le Covid, mais pour ce qu'on appelle une intoxication à la vitamine D. Donc, ces éléments-là, et en particulier, ça peut donner des troubles rénaux très importants avec une obligation de dialyse, etc. Donc, il y a aussi des troubles neurologiques, vous avez beaucoup de choses. Donc, encore une fois, ne faisons pas n'importe quoi. Dosons, on constate qu'il y a un déficit, on fait un diagnostic de déficit, on commence à corriger avec prudence, avec respect, parce que tous les métabolismes sont différents, toutes les personnes sont différentes. On évalue, et c'est comme ça qu'on va avancer, je dirais, raisonnablement, sainement. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment ce genre de choses sur lesquelles je tiens à insister. Il n'y a pas de choses évidentes, il n'y a pas de choses très simples, il faut juste faire les choses raisonnablement. Imaginez votre garagiste, quand vous allez amener votre voiture, et qui regarde pas le niveau d'huile, et qui va simplement rajouter de l'huile. Ça déborde de partout. Quel est l'intérêt? Mesurer, corrigeons de façon physiologique, c'est-à-dire de façon biologiquement identique, et c'est comme ça que nous allons améliorer un métabolisme et lui permettre de fonctionner de façon harmonieuse plus longtemps et dans de meilleures conditions. Docteur, merci beaucoup pour ce premier long webinaire sur la longévité. Quelque chose me dit que cette thématique va revenir et encore sur Bibouda. En tous les cas, vous avez déjà des fidèles. Je n'ai pas pris beaucoup de questions pour vous laisser vraiment le temps de bien poser le sujet, de bien voir d'où venaient ces naissances, quels étaient ces freins, ces accélérateurs et en quoi nous avions la main sur un certain nombre de facteurs pour pouvoir maîtriser, si je puis dire, ou bien vivre, ce qui serait pas mal. Et cela, c'est même à partir de l'adolescence, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Il date quelques jours avant le confinement. C'est aux éditions du Cherche Midi. Bien vieillir sans médicaments. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos explications et de vos éclairages. Et puis, à bientôt, docteur de Gégère. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à tous.
Au revoir. Et merci Bonne beaucoup. soirée. Voilà, exactement, à vous tous qui avez suivi le docteur de Gégère sur ce premier webinaire.